Au milieu des années 2000, Pape Diouf devient président de l'OM et il sort le club d'un marathon ambiant. Malgré un budget réduit, il guide le club vers le top 5 de Ligue 1 chaque année, et même à une place de dauphin et donc à la Ligue des Champions en 2007. Un véritable point de bascule pour l'OM qui à partir de là va regarder vers le haut saison après saison. Après une année 2006-2007 réussie avec notamment une seconde place, plusieurs cadres de l'Olympique de Marseille attirent les convoitises, notamment en Europe. Parmi ces joueurs, Franck Ribéry, à qui le président avait promis un bon de sortie, il s'envole du côté du Bayern Munich pour 30 millions d'euros. Maolida, Bey et Pagis plient également bagage. Avec le départ d'Habib Bey, c'est Lorik Sana qui devient capitaine. Pour se renforcer, Marseille achète définitivement Djibril Cissé à Liverpool. Les dirigeants vont également chercher l'international néerlandais Zenden du côté des Reds. Le club s'attache également les services de joueurs talentueux de Ligue 1 comme le socialien Karim Ziani, le monégasque JV, le terrois Benoît Chéroux et le manceau Laurent Bonnard. Enfin, une dernière recrue, tout droit de sortie de Ligue 2, un gardien prévu pour être la doublure de Cédric Carasso, un certain Steve Mandanda. Avec la grave blessure de Carasso, Mandanda est propulsé plus rapidement que prévu au poste de numéro 1 et il fait plus que le travail. Il brille de mille feux et il s'impose comme l'un des tout meilleurs gardiens français, c'est la naissance d'Il Fenomeno. Malgré ce mercato plus qu'intéressant sur le papier, la mayonnaise ne prend pas, mais alors pas du tout. Le début de championnat est calamiteux et Albert Raymond n'arrive plus à gérer son vestiaire. L'OM ne remporte qu'un seul match lors des 10 premières journées de Ligue 1. Après 10 journées, l'OM pointe à une 18e place plus qu'inquiétante. Obligé de réagir, Pape Diouf évince Albert Raymond. Pour le remplacer, le président marseillais fait appel à un coach belge, Eric Guéretz. Guéretz est un coach expérimenté qui prône un football offensif et de domination, et ses résultats parlent pour lui. 2 championnats belges, 2 championnats des Pays-Bas et un championnat turc. Il a beaucoup voyagé et il a bien souvent gagné. Arrivé dans un contexte compliqué, celui qu'on surnomme le Lion de Requiem veut tout de suite s'imposer aux yeux de son vestiaire. Pour cela, il n'hésite pas à employer des mots forts, très forts. Ils ont fait le changement avec Eric Guéretz, qui lui a été complètement direct dans le vestiaire, qui a tout de suite mis les pieds dans le plat, qui a tout de suite dit dans le vestiaire, on m'a dit qu'il y avait des stars ici où il y avait une star, moi j'en vois pas. J'en vois pas du tout, la star c'est l'équipe. Un discours qui résume bien la philosophie du Belge, il est prêt à tout pour que son groupe donne le maximum, quitte à piquer ses joueurs dans leur ego. Un message difficile à faire passer, mais Guéretz a une vraie légitimité et un réel charisme. Guéretz c'est un peu l'incarnation de l'expression une main de fer dans un gant de velours. La gestion des égos elle est plutôt remarquable. Mamadou Niang, frustré du départ d'Albert Raymond, car selon lui c'est aux joueurs d'assumer le mauvais début de saison, traîne des pieds et refuse les consignes lors du premier entraînement. Logiquement, l'entraîneur belge le vire de la séance, mais en bon manager, il s'entretient après coup avec son attaquant. Niang lui explique sa colère vis-à-vis du départ d'Albert Raymond. Le belge se montre compréhensif alors même qu'il vient de virer son propre joueur de l'entraînement. Il me dit ouais, je comprends ton attitude, je comprends ton sentiment, ton ressenti, tout ça. Là, on va oublier cette matinée, on va repartir du bon pied. Moi, sache que je compte sur toi, que j'ai besoin de toi pour faire des trucs, des résultats cette saison. On va faire comme si rien ne s'était passé et on repart du bon pied demain matin. Je dis vas-y, ok coach. Derrière, Niang réalise une superbe saison, un véritable exemple de bonne gestion de la part de Guéretz, franchement bravo. Pour son premier match, le nouveau coach olympien fait face à un immense défi. Marseille se déplace à Anfield pour y affronter Liverpool. Jamais aucun club français ne s'est imposé sur les bords de la Mersey, donc cet OM en mauvais état a quasiment aucune chance. Surtout au vu du 11 aligné par Rafael Benitez, le coach des Reds. Torres, Gérard, Reina, Carragher et tous les autres, Marseille doit affronter un grand d'Europe, finaliste de la dernière Ligue des Champions. Pour son premier match, Guéretz va faire des choix forts, notamment en mettant sur le terrain Niang en pointe à la place de Cissé ou en titularisant Valbuena. Marseille rentre bien dans son match et presse bien Liverpool. Ce soir-là, Valbuena est en jambes. 0-0 à la pause, Marseille tient la dragée haute à Liverpool sur sa pelouse. Et l'OM reprend la deuxième mi-temps tambour battant. Attention, ces Reds-là sont dangereux, il faut rester très vigilant. Quel but, mais quel but! Valbuena inscrit un but d'anthologie et donne l'avantage à l'OM. Les supporters bleus et blancs venus en nombre à Anfield sont en délire. L'OM doit tenir désormais. L'exploit de l'OM, la première équipe française à battre Liverpool à Anfield, un véritable coup d'éclat pour la première sur le banc d'Eric Guéretz. Premier match est directement une rencontre dans la légende du club, c'est fort, c'est même magnifique.
Après la victoire à la première journée contre les Turcs de Beşiktaş, l'OM est en tête de sa poule après 2 rencontres. Les Olympiens font un retour fracassant sur la grande scène européenne. Cependant, les Dragons de Porto vont mettre des bâtons dans les roues lors de la double confrontation. Les Phocéens, bousculés au Vélodrome, sont sauvés par un grand Mandanda et leur poteau. Après une ouverture du score contre le cours du jeu de Niang, puis une égalisation de Lucho González sur penalty, Marseille décroche un nul bien payé. Lors du match retour, Guiret surprend en alignant un jeune du centre de formation, un certain André Ayou. Dès le début du match, sur une action de très grande classe, l'attaquant marocain Sektiwi ouvre le score pour Porto. En seconde période, Niang répond d'une belle tête plongeante. La partie est disputée. En toute fin de match, le futur attaquant de Lyon, Lisandro Lopez, éteint les derniers espoirs marseillais. Porto finit par l'emporter. À 2 journées de la fin, l'OM reste en ballottage favorable pour la qualification. Malheureusement, les bleus et blancs craquent complètement. Ils s'inclinent 2-1 en Turquie contre Beşiktaş. Pour la finale du groupe contre Liverpool, les Reds, revanchards, infligent une rouste monumentale aux hommes de Guiret. Avec un Torres XXL, Liverpool s'impose 4-0 au Vélodrome. L'OM termine finalement 3ème de sa poule. C'est un retour encourageant dans la plus belle des compétitions, même si les 2 premières victoires nourrissent des regrets énormes. Marseille est donc reversé en Coupe UEFA, l'ancienne Ligue Europa. En 16ème de finale, il tombe sur les Russes du Spartak Moscou. Après une belle victoire 3-0 à l'aller, les Olympiens se font peur au retour en Russie, mais ça passe. Au tour suivant, c'est une autre équipe russe au menu, le Zénith Saint-Pétersbourg. Un adversaire contre qui l'OM avait été éliminé au même stade de la compétition il y a seulement 2 ans. De plus, le Zénith vient de taper un gros morceau, Villarreal. Malgré tout, les hommes de Guiret sortent une très belle prestation à l'aller. Vêtus de ce si particulier maillot orange, les Olympiens régalent leurs supporters. Et c'est logiquement que Cissé ouvre le score. Marseille submerge les Saint-Pétersbourgeois. Puis les assomme avec le 3-0. L'OM manque d'alourdir la marque. Mais malheureusement, Arshavin réduit l'écart en toute fin de match, une réalisation qui peut compter au vu du match retour en Russie. Avec cet avantage de 2 buts mais ce fameux pion à l'extérieur encaissé, l'OM sera en Russie. Malgré un Valbuena remuant, le Zénith prend l'avantage grâce à Pogrebniak. Seul face au cage, Cissé tire sur le gardien. Quel coup de massue sur les têtes phocéennes, avec la règle du but à l'extérieur, le Zénith est qualifié. Ne s'étant pas suffisamment mis à l'abri à l'aller et n'ayant pas su gérer la pression des Russes au retour, l'OM est donc éliminé de toute compétition européenne. Dommage car sur le terrain, les coéquipiers de Valbuena ont semblé au-dessus de ceux d'Arshavin. Mais c'est la dure loi de l'Europe. Le Zénith remportera la Coupe UEFA quelques semaines plus tard. L'élimination est mal vécue, notamment par Pape Diouf qui en veut à ses joueurs d'avoir complètement lâché. Il déclare « Le match de jeudi m'a empli d'un sentiment de colère, il est manifeste que des joueurs se sont pris pour des nababs, des vizirs. » Les mots sont durs, mais c'est parce que Pape Diouf a beaucoup d'attentes envers son groupe. Coupe nationale ne sourit également pas à l'OM cette saison-là. Battu par Auxerre en quart de finale de la Coupe de la Ligue, les Olympiens sont humiliés par Carquefou en Coupe de France, une équipe de CFA2, soit la 5e division française. Un échec retentissant qui fait mal aux têtes phocéennes. Mais reprenons là où nous avons laissé les Marseillais en championnat. Arrivé début octobre, Guiret ne redresse pas la barre immédiatement en Ligue 1. Sur ses 4 premiers matchs, il n'en remporte qu'un seul pour 1 nul et 2 défaites. Au soir de la 13e journée, Marseille est 19e à 13 points du 3e et à 20 points du leader. Mais avant de regarder vers le haut, il faut commencer à gagner de nouveau. Pour le prochain match, l'OM se déplace à Gerland pour y affronter le leader lyonnais. Tout commence mal avec l'ouverture du score de l'OL suite à une mauvaise défense des Phocéens.
mais Mamadou Niang remet les pendules à l'heure sur penalty. Le match est disputé. Puis, lancé sur orbite par Nasri, Niang se joue de la défense lyonnaise avant de tromper vers poutre. Dominés, les bleus et blancs peuvent remercier Mandanda qui est en feu. Marseille plie mais ne rompt pas. Cette belle victoire chez le rival lyonnais lance la remontée en championnat. Invaincu jusqu'à la trêve, l'OM est 10e à mi-parcours. Bordeaux 3e pointe à 8 points, tandis que le surprenant 2e Nancy est à 10 points. Après plusieurs mois à la tête de l'OM, Guéretz a pris la mesure de son nouvel effectif. Il a alors pu instaurer un système tactique qu'il affectionne tout particulièrement, le 4-4-2 losange. Il a alterné entre ce système et un 4-2-3-1, lui aussi très offensif. Le 4-4-2 losange, dispositif porté vers l'attaque, fait briller l'OM en deuxième partie de saison. Il permet aux techniciens belges d'aligner ses deux buteurs, Niang et Cissé. L'année 2008 commence mal pour les Olympiens qui s'inclinent 3-1 à Rennes. Mais ce n'est qu'un accident, les hommes de Guéretz rebondissent et vont signer 9 matchs de suite sans défaite. Dans cette excellente série, l'OM passe un carton contre Caen. Cissé inscrit un triplé. Valbuena passe un doublé, dont le but de l'année en Ligue 1. Quelle merveille! Le deuxième est pas mal aussi. Déjà auteur d'un but d'anthologie à Anfield quelques mois plus tôt, Valbuena a vraiment le don pour inscrire des bangers. Marseille s'impose 6 buts à 1 contre les Normands. Quand ils s'y mettent, les Marseillais sont irrésistibles. À la 25e journée, l'OM reçoit le PSG pour un classique qui sent le soufre. Marseille doit s'imposer pour continuer de croire au podium tandis que les Parisiens flirtent avec la zone de relégation. Et c'est le PSG qui prend le match par le bon bout avec l'ouverture du score de Jérôme Roten. Mais cet OM a de la ressource, grâce à des buts de Taiwo, puis de Niang. Les bleus et blancs s'imposent 2-1. Après 9 matchs sans défaite, l'OM est 4e à 3 longueurs du podium, l'opération remontée est en marche. Suite à une courte défaite contre Sochaux, puis une victoire au moustoir face à Lorient, l'OM reçoit Lyon au Vélodrome. Défait au match aller, les Gaunes veulent prendre leur revanche. Pas de quoi effrayer Guéretz qui aligne une équipe offensive avec le duo Niang-Cissé soutenu par Nasri. Ce choix risqué va payer. Les deux buteurs marseillais vont faire plier l'OL. D'abord Cissé sur une belle frappe en pivot, puis Niang par 2 fois. L'OM s'impose 3 buts à 1. L'OM bat donc le leader lyonnais à l'aller et au retour, une très belle performance. Grâce à un énorme pétard de Nasri, les Olympiens enchaînent en déplacement à Metz. Un succès synonyme de 3ème place, l'OM passe devant Nancy. Ce succès important aurait dû lancer l'OM vers la 3ème place pour de bon. Mais non, car avec une seule victoire sur les 4 journées suivantes, les coéquipiers de Mandanda se mettent en difficulté. Ils sont 4e à 1 point des Lorrains, il ne reste qu'un seul match. Pour la dernière journée, Marseille reçoit Strasbourg déjà relégué, Nancy accueille Rennes. Problème, les Lorrains sont invaincus à domicile cette saison. Pour monter sur le podium, les Phocéens doivent l'emporter tandis que les Nancéens ne doivent pas prendre les 3 points. C'est parti pour ce multiplex qui s'annonce chaud bouillant. L'OM prend le match par le bon bout. Mais Nancy répond immédiatement et reprend sa 3ème place. C'est bon pour Marseille qui prend de l'avance. Oh la petite clim au Vélodrome. Et c'est pas fini. Pourquoi Gamero, tu mets toujours des top buts contre Marseille? Pourquoi? Encore Gamero? Heureusement non, c'est une bonne nouvelle pour l'OM, mais il faut marquer 2 fois pour les troupes de Guéretz. Marseille, pénalty à Marseille. C'est quoi ce but? On est presque à la mi-temps, Marseille et Nancy sont tenus en échec, statu quo pour le moment. Mais attendez, il reste une dernière action au Vélodrome. D'une reprise de volée canon, le petit prince de Marseille remet son club sur le podium. Ça sent bon cette histoire.
Jusqu'au bout, la course au podium sera disputée. Si Nancy marque ou que l'OM encaisse un but, Marseille descendra du podium, mais le suspense est de courte durée. Ça se rapproche pour l'OM, mais avec ce but encaissé, l'OM n'est plus qualifié pour la prochaine LDC. Au courage et au talent, les Marseillais reprennent une dernière fois l'avantage. Ça sera le dernier but de la soirée. Le Vélodrome est en feu. Au terme d'un scénario complètement dingue, l'OM monte sur le podium. Pape Diouf a réussi son pari en nommant Guéretz. Le coach belge a pris l'équipe relégable et l'a amené sur le podium. Un véritable exploit. Le Lion de Requiem a pu compter sur des vrais soldats. Mamadou Niang, nommé dans les 4 meilleurs joueurs de Ligue 1. Mandanda, élu meilleur gardien de championnat pour sa première saison dans l'élite. En tout, ce sont 6 Marseillais qui font partie de l'équipe type de Ligue 1, Mandanda, Bonnard, Taiwo, Chirou, Valbuena, Niang. Certes, les Marseillais étaient moins bien classés que la saison précédente, mais c'est un peu logique au vu du début de saison cataclysmique. Une seule question est alors entre toutes les lèvres, ça donnerait quoi une saison entière avec Guéretz? Il était temps pour l'OM de passer à la vitesse supérieure. Si cette vidéo YouTube vous plaît, abonnez-vous et lâchez un pouce bleu, je me lance dans cette aventure YouTube et c'est une de mes premières vidéos, donc voilà, j'ai besoin de force les amis, aidez-moi, merci beaucoup pour ça. Toutefois, au mercato d'été, l'OM perd 2 joueurs majeurs. Samir Nasri, qui sort de sa meilleure saison à Marseille, il vient de finir meilleur passeur de Ligue 1. Arsène Wenger, toujours à l'affût des prodiges français, en pince pour le petit prince de Marseille. En fin de contrat, Nasri peut partir libre, mais il décide de prolonger afin que l'OM gagne quelques millions sur sa vente. Un beau geste, même si évidemment, il touche une partie des 16 millions de son transfert. Après Samir Nasri, c'est Djibril Cissé qui fait ses valises vers l'Angleterre. Frustré de débuter la saison sur le banc, le buteur français s'envole pour Sunderland. Pour compenser ces 2 gros départs offensifs, Marseille va s'attacher les services du feu follet lyonnais Hatem Ben Arfa. Il est fraîchement élu meilleur espoir de Ligue 1. Une signature qui fait l'objet d'une nouvelle bataille entre Marseille et Lyon, entre Diouf et Aulas. Dans un premier temps, l'OM annonce la signature de Ben Arfa. Ça a été très long pour trouver un accord? Oui, ça a été long. Lyon conteste le départ de son joueur à cause du refus de Ben Arfa de renoncer à une prime d'intéressement de 1 million d'euros. Mais à l'arrivée, je pense que le bon sens l'a emporté. L'affaire est réglée par la LFP après 10 jours de tractation. Pape Diouf en profite une nouvelle fois pour lâcher un tacle à Jean-Michel Aulas. C'était un dossier a priori qui paraissait assez difficile, assez compliqué. Vous savez que quand la vanité des hommes entre en ligne de compte, les choses deviennent évidemment compliquées. Ensuite, Bakary Koné, une vraie mobilette à Nice, vient renforcer les ailes olympiennes. L'expérimenté Hilton arrive en provenance de Lens. Le jeune Samassa et l'anglais Tyrone Mears renforcent le banc. Le 11 olympien a fière allure. Guéretz peut le disposer de plusieurs manières différentes. Avec des bons éléments comme Ziani, Kaboré, Mbabi ou Zenden sur le banc, une rotation peut avoir lieu. Une rotation nécessaire pour bien figurer en Ligue des Champions. Grâce à sa 3e place miracle de la saison dernière, l'OM est qualifié pour les barrages. Il tombe sur les Norvégiens de Brandbergen. Après un match sérieux en Norvège, l'OM se qualifie à la maison grâce à un doublé de Niang. Les hommes de Guéretz héritent d'une poule difficile avec encore une fois Liverpool. L'adversité est trop relevée pour cette équipe qui dispute la Ligue des Champions que pour la 2e fois de suite. Marseille perd ses 3 premiers matchs. Lors d'une rencontre à Madrid, les supporters marseillais se font molester par la sécurité locale pour une banderole avant de répondre avec des projectiles. Même le président Pape Diouf qui était venu calmer les esprits n'était pas loin de se faire agresser. Santos, un capot marseillais, s'est même fait arrêter en Espagne. Pape Diouf soutient le supporter et use de tout son poids médiatique afin qu'il soit relâché. Santos est libéré 2 mois plus tard. Après ses 3 premiers échecs initiaux, l'OM rencontre le PSV Eindhoven. Grâce à Koné, puis Niang, double buteur, l'OM remporte un succès probant. Derrière, les Phocéens ne font pas de miracle à Anfield, mais ils décrochent un point contre les Colchoneros, un point suffisant pour finir 3e devant le PSV. Si la marche est encore un peu trop haute en Ligue des Champions, les Phocéens sont bien plus forts sur la scène nationale. Après un début de saison tonitruant avec aucune défaite en 9 journées, Marseille est au coude à coude avec Lyon. Avec des matchs spectaculaires comme le 4-4 contre Rennes ou un 4-0 contre Auxerre, l'OM de Guéretz régale les supporters. Mais une défaite contre le PSG au Vélodrome 2-4 va enrayer la machine marseillaise. Les Phocéens ne gagnent que 3 matchs jusqu'à la trêve. Ils vont même subir un cinglant 0-3 à domicile contre Nancy. Malgré un début de championnat impressionnant, l'OM n'est que 5e à mi-parcours. Pour se renforcer, Marseille va chercher 2 attaquants. L'expérimenté Wiltord et le Brésilien pas le plus joga bonito, mais tellement précieux, Brandao. L'OM fait un retour convaincant après la trêve, mais glisse sur le terrain gelé de Bonal. Lors de la journée suivante, Marseille reçoit Bordeaux, l'équipe qui allait devenir le grand rival jusqu'à la fin de saison. Avec des superbes joueurs comme le Rock Diawara, Alou Diarra au milieu, l'excellent Chamakh en pointe, et surtout, le maître à jouer, Yohan Gourcuff, capable de merveilles. Dans un stade Vélodrome des grands soirs, Marseille s'impose 1-0, la course au titre est lancée.
Une bataille que l'OM doit mener de front avec la Coupe UEFA. En 16e de finale, l'obstacle s'appelle Twente. L'OM s'incline au match aller à domicile. Aux Pays-Bas, Ben Arfa relance les siens avec une merveille de coup franc. Et après une séance de tir au but, les Olympiens sont qualifiés. En 8e, ils affrontent une autre équipe hollandaise, l'Ajax d'Amsterdam. À l'époque, un certain Luis Suarez joue pour l'Ajax. Au terme d'une double confrontation très disputée, où Suarez fait mal à la défense marseillaise, l'OM se qualifie grâce à un but du latéral anglais Tyrone Mears. Une de ses seules actions de la saison, mais on s'en souvient. L'OM accède en quart de finale de Coupe d'Europe pour la première fois depuis 2004, et le parcours de Drogba est les siens. Mais cette fin de campagne européenne a une toute autre saveur. Balayé par une nouvelle puissance du football européen, le Shakhtar Donetsk, l'OM s'arrête là. Comme le Zénith l'année d'avant, le Shakhtar, l'équipe qui a éliminé l'OM, ira au bout de la compétition. Au moins, Marseille peut désormais se focaliser sur le championnat. Mais même là, les coéquipiers de Steve Mandanda perdent des points bêtes à domicile. Heureusement, ils sont redoutables loin de leur base. Ils battent notamment le PSG au Parc des Princes, toujours un moment marquant dans une saison. L'Orexana en profite encore, bien évidemment, pour marquer contre son ancien club. Après ce succès de prestige, l'OM enchaîne 6 victoires d'affilée. Les Olympiens prennent les commandes de la Ligue 1 devant Bordeaux et Lyon. L'OM a son destin entre ses mains, le titre peut enfin revenir sur le Vieux-Port. Sur ses 11 derniers matchs, Marseille en remporte 9 avec seulement un nul contre Toulouse et une défaite contre Lyon. Auteur d'un doublé, Karim Benzema fait très mal à l'OM. Le Bordeaux de Laurent Blanc est juste irrésistible. Les Girondins remportent leurs 11 dernières rencontres de la saison et décrochent le titre de champion de France au terme d'un finish haletant. Quel dommage, l'OM était si près d'à nouveau décrocher un titre. Au moins, l'équipe de Guéretz a montré un magnifique visage tout au long de la saison. L'OM finit meilleure attaque du championnat. Désigné meilleur coach de la saison en Ligue 1, Guéretz quitte l'OM en raison d'une discorde avec son propriétaire Robert Louis Dreyfus. Lors du dernier match, il fait des adieux émouvants au Vélodrome. Des années plus tard, le Lion de Requem garde un souvenir impérissable de son passage à Marseille. Il y a des choses que je n'explique pas. En Turquie, c'était déjà fort, mais à Marseille, c'était encore différent. J'étais comme un poisson dans l'eau. De ma vie aussi, je ne me souviens pas d'avoir été aussi heureux qu'à l'OM. L'OM et Guéretz, c'était un mariage parfait entre un club et un entraîneur. Marseille a eu de la chance d'avoir un coach à la fois proche du vestiaire, mais qui sait imposer son autorité. Il a fait pratiquer un football magnifique à l'OM pendant 2 ans. Pour tout ça, merci Eric Guéretz. En 2012, Eric Guéretz est atteint d'une hémorragie cérébrale qui a beaucoup affecté sa santé. On pense fort à toi Eric et on espère que ça ira. Mais il faut également remercier celui qui a amené le Belge à Marseille, Pape Diouf. Peu après le départ de Guéretz, Diouf est également évincé, à cause notamment des manœuvres du président du conseil de surveillance du club, un certain Vincent Labrune. Fatigué et malade, Robert Louis Dreyfus a tranché en faveur de Labrune. Avant de partir, Pape Diouf avait préparé la succession d'Eric Guéretz. Il avait convaincu un certain Didier Deschamps de signer à Marseille. Une pioche qui s'avérera parfaite. L'ancien capitaine de l'OM a bâti sur les solides fondations laissées par le duo Diouf-Guéretz. Grâce à lui et grâce à l'héritage de Pape Diouf, l'OM retrouvera le chemin des titres. Arrivé à Marseille en 2004, Pape Diouf a entrepris des travaux gargantuesques à la tête du club. Il a ramené l'OM dans le top 3 français et il a assaini les comptes du club. Pape Diouf a réussi à ramener à bon port un navire qui naviguait à vue. Il s'est montré ferme quand il fallait, comme avec Ribéry ou Ben Arfa. Il maniait le verbe comme personne et gérait l'OM d'une main de maître. Pape Diouf a été le premier et est toujours le seul président noir d'un grand club européen, un constat qu'il regrettait déjà à l'époque et qui n'a malheureusement pas changé. Son exemple était pourtant grandiose. Ça fait désormais 3 ans que Pape Diouf est parti, paix à son âme. Tout Marseille et le monde du football a rendu hommage à Pape Diouf, ses amis comme ses rivaux. Des honneurs plus que mérités pour le grand homme et le grand président qu'il était. Mille merci Pape pour tout ce que tu as entrepris et la personne que tu étais. La suite sur son héritage dans le prochain épisode.